Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va parler de l'actualité, des Gilets jaunes, naturellement, de la situation des maires en France. Est-ce que c'est facile d'être maire ou difficile? C'est sans doute difficile et parfois certains sont un peu désespérés. On va parler aussi de ceux qui rendent possible l'impossible. C'est le titre d'un livre d'un maire, justement, le maire de Poissy. Carl Olive, bonjour. Bonsoir Patrice. Vous êtes l'auteur avec Arnaud Boschurberg d'un livre qui s'appelle donc Rendre possible l'impossible. On va en parler. C'est le portrait de 16 personnalités, comme ça, qui ont eu des destins français, des destins soit extraordinaires, qui sont sortis de leur milieu. Enfin, on va en parler dans quelques instants. Avec vous aussi, Mustapha Larbaoui. Vous êtes sorti aussi, vous avez vu un destin extraordinaire. On en parlera aussi un petit peu. Vous êtes né dans un milieu qui ne vous prédestinait pas de je vous laisse le dire pour l'avoir. Voilà, je vous laisse le dire. Non, c'est vrai. Non, je vous laisse le dire parce que je l'ai vécu, donc je le vois pas comme extraordinaire. Je le vois comme l'ayant vécu. Effectivement, il y a c'est un parcours qui n'était pas aussi évident, mais pour l'avoir vécu, je considère que c'est normal. Avec nous, Alison Sikowski, que je suis ravi d'accueillir. Vous êtes américaine. Oui. Vous dirigez, vous avez fondé l'Academy of Corporate English, c'est à Rambouillet. Oui. Vous donnez notamment des cours aux entreprises pour pratiquer l'anglais du business. Hein, c'est plutôt ça. Et comme vous êtes américaine, ça m'intéresse d'avoir aussi votre regard sur ce qui se passe en France, sur les mouvements. Okay. Vous nous en parlerez. Et Avec puis Jean-Charles Lajoigny. Bonsoir. Vous avez failli racheter les éditions Ballon, me semble-t-il. Absolument, à une époque. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est drôle, hein? Oui, ça parce que beaucoup. Le livre de Carl Olive est publié aux éditions Ballon, Absolument. mais vous avez finalement fondé les éditions Lajoigny. Voilà. Et vous publiez plutôt des polars. Oui. Pas que des polars, mais beaucoup de polars. Celui-là en est un. Celui-là, c'est un polar pur et dur. Une clinique si accueillante. Une clinique si accueillante. Oui, c'est un peu une image parce qu'elle n'est pas vraiment accueillante. Il s'y passe des choses très bizarres. Et il y a une héroïne très très curieuse qui ressemble un peu à l'héroïne de Millennium. Ah oui. Qui est à peu près aussi étrange et pas dans son côté geek, mais plutôt dans son côté totalement allumé. Et voilà. C'est une très bonne enquête. Ça se passe à Brest et c'est franchement un très très bon polar. Ça. Alors, on va peut-être commencer par un autre livre, qui est celui de Carl Olive et d'Arnaud Boschurberg, Rendre possible l'impossible. Je disais, c'est le portrait de 16 personnalités que vous avez choisies, qui sont de milieux de parcours différents, mais qui ont des parcours assez exceptionnels. Alors, il y a ceux qui ont, par exemple, subi des handicaps très difficiles. Je pense notamment à Philippe Croizon, qui a été amputé des 4 membres et qui est devenu un aventurier de l'impossible. Il y a un préfet handicapé qui est devenu préfet. Il y en a qu'un en France. Monsieur Parisot. Parisot. Alors, il y a des gens qui sont sortis de leur milieu d'origine. Je pense à Zaya Zouani, que je connais, qui est assez formidable, qui était dans le 9-3, comme on dit, qui est devenu chef d'orchestre classique. Il y a aussi des grands sportifs. Alors, ceux qui font rêver, comme Kylian Mbappé ou comme Didier Deschamps. Et puis, votre livre est préfacé par quelqu'un qu'on connaît un peu, enfin dont on a entendu parler, qui s'appelle Monsieur Emmanuel Macron, qui est président de la République. Et dans ce préface, Emmanuel Macron parle dans ce livre d'une leçon d'optimisme et d'une leçon de vie. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer ? Ce qu'on a voulu montrer, c'est se mettre à la place de jeunes qui souvent viennent nous voir et nous disent, et à qui on dit « ayez confiance en vous ». Ok. Comment on fait pour avoir confiance ? On a des recettes, voilà, pour avoir confiance en soi. Et on s'aperçoit finalement que les barrières que nous nous mettons sont d'abord nos propres barrières, avant d'être celles de la vie. Vous l'avez dit, Patrice, à juste titre, avoir un accident. Philippe Croizon, par exemple, qui traverse la Manche sans membre et qui, malheureusement, sur sa toiture en train de travailler, des métallurgistes, prend une décharge incroyable. Et là, il se dit... télé. Exactement. Ouais. Et il se dit, je vais y arriver parce que la jeune que je vois à la télé y arrive, elle a 16 ans. Donc, quelque part, il s'ajoute à une image. Et j'ai des enfants. Et de jeunes enfants. Ça, c'était la première chose. Et puis, non content de se satisfaire d'avoir traversé la Manche, il va faire ensuite le Paris-Dakar. Et on a une succession, je dirais, de portraits avec un fil conducteur qui est cette motivation, cette foi dans l'atteinte d'un objectif, en étant totalement hermétique aux critiques, aux météos, à tout ce qui peut être compliqué.
Et on communique systématiquement, d'ailleurs c'est aussi une colonne vertébrale, sur les solutions, là où beaucoup de nos concitoyens parfois communiquent plutôt sur ou les excuses, ou voilà, c'est pas possible. Alors, on dit quand même les Français, et c'est vrai, les sondages le montrent un peu, sont pessimistes. On va peut-être parler des Gilets jaunes tout à l'heure, et c'est une sorte de... Enfin, ce sont des gens qui pensent que l'avenir est un peu bouché. C'est presque culturel. C'est vrai. Peut-être à la différence d'autres pays. Peut-être on va demander à Alison, mais est-ce que vous avez voulu répondre aussi à ça en disant, attendez, on peut peut-être y arriver, quoi? Moi, on a voulu répondre avec Arnaud Böscherberg, qui est un chercheur associé, qui est prof. Alors lui fait après des petits commentaires. On a voulu vraiment disséquer tout ce qui concerne les clés de la performance. Et quand on s'adosse aux clés de la performance, on est capable de bousculer des montagnes. Et moi, j'ai souhaité que ce soit d'abord des portraits 100% françaises. Pour ça, je me suis permis de prendre chère Patrice au départ. Oui, ça concerne la France. Oui, parce que on parle souvent de ce qui se passe des réussites extérieures, mais regardez notre beau pays. Il y a plein de choses exceptionnelles. Il y a des femmes et des hommes exceptionnels. On en a quelques trajectoires ici qui sont des gens comme vous et nous et qui vont rendre leur destin juste unique, extraordinaire, et qui aujourd'hui sont quelque part ou des modèles, parfois des guides. Il faut bien se poser les questions. Didier Deschamps, cet homme-là a tout réussi dans sa vie. Là, on parle de chat noir, je le dis souvent, c'est comme une patte de lapin, Didier Deschamps. Il a été, en tant que joueur, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. En tant qu'entraîneur, il a été également champion du monde. Ligue des champions aussi en tant que joueur. Bien sûr, champion du monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est le troisième, simplement. C'est exceptionnel. Mais Didier Deschamps, il a des règles, il pose un diagnostic, il se donne un objectif, et l'objectif, il ne le quitte plus, quand bien même il y a des critiques. Vous me permettez juste de donner un petit exemple, parce qu'on va s'en rappeler. La coupe du monde de football en Russie, où j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler pour la FIFA. Au bout du deuxième match, nous sommes qualifiés. À la fin du match contre le Pérou, qu'on gagne à 0, on est qualifiés. L'objectif de Deschamps, c'est pas d'être premier avec les meilleures notes qui soient en matière de jeu. Moustapha, vous connaissez ça, puisque au troisième match, on savait qu'on était premier. Didier Deschamps et l'équipe de France ont été particulièrement critiqués après le troisième match contre le Danemark. C'est fini. On a fait 0-0. Qu'est-ce que c'est que cette équipe taillée par les Allemands qui avaient eux-mêmes été éliminés, etc. Mais qu'est-ce qu'on attendait? Didier Deschamps, il avait un objectif, c'est d'être premier à la fin du marathon. Ouais. Pas du 100 mètres. Mais on l'a critiqué beaucoup. Mais on l'a critiqué beaucoup. Et aujourd'hui, on va lui faire une statue en or massif. Et la France est formidablement fière d'avoir obtenu cette deuxième étoile. Il a rendu possible l'impossible. Je signale qu'Alison a été traductrice pour l'équipe de France de football. Oui. C'est vrai? Oui, pour le Euro, oui. Sur ces principes, alors même on va peut-être pas parler des personnages qui sont dans le livre. Enfin, si vous avez il manque Carlos Ghosn. Non, on va en parler tout à l'heure. Il n'est pas français. Il est français. Comment ça, il n'est pas français? Il a la triple brésilien. nationalité. Il a la triple nationalité. Oui, il est 100% français. Non, mais là, il parle de gens qui ont Non, mais alors, c'est là. Mais ça va. Pauvre Carlos. J'ai pas lu le livre, donc je me permettrai pas. Mais vous allez pouvoir critiquer facilement. Je vais donc pouvoir en parler. C'est juste le titre, bien évidemment. Rendre possible l'impossible. C'est vrai que c'est, en gros, je retiens de cette idée que quand on veut, ça commence par ça, quoi. Quand on veut, on peut. Et c'est vrai que une des clés pour réussir, mais quand la réussite est au bout, parce que ça laisse à penser que tous ceux qui voudraient pourraient. J'ai tellement de gens autour de moi qui ont cette capacité à vouloir se concentrer de la même façon que vous le dites, tellement de gens que je connais déterminés, mais qui malheureusement n'y arriveront pas. Et pourquoi ? Donc, c'est probablement un autre livre. C'est-à-dire qu'il y aura un autre livre à faire de gens qui se sont donné les moyens réellement, avec une vraie détermination, et qui n'y arrivent pas. Et là, on pourrait parler éventuellement des échecs de certains pour des obstacles dont on pourrait parler. Auquel cas, je pourrais même vous parler de mon cas personnel, mais c'est pas le lieu. C'est pour dire que je rends hommage au titre, parce que oui, de la même façon, on m'a dit un bac technique pour faire pharma, avec un concours, sachant que c'est tous des bacs C, des bacs D, c'est impossible. Vous avez 0,0001% de chance d'avoir le concours. Je l'ai rendu possible parce qu'effectivement, j'ai pas écouté. Et donc, il y a effectivement cette idée selon laquelle on doit croire en soi, pas forcément écouter, et en même temps avoir cette détermination. Et en même temps, on nous explique dans la vie que c'est important d'écouter les conseils des autres. Donc, il y a un petit peu ce mixte dans la vie où il faut savoir s'entourer. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait ce qu'ils voulaient quand même. Et en même temps, on explique que dans la vie, il est bon d'écouter les conseils, ceux des parents, ceux de certains amis, quand même. Et enfin, pour terminer, ce que je ressens là, c'est rendre possible. Donc, l'impossible,
Je pensais au cas de Mbappé. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'idée selon laquelle c'était quasiment une autoroute pour lui. Il est doué, donc il a le symptôme par définition de l'enfant qui va réussir. Président de club de foot, et vous êtes très averti sur le sport en général. Les mômes, quand ils sont bons, vous pouvez mettre ce que vous voulez en travers de ces gens-là, quand ils sont bons, ils sont bons. Donc par définition, le possible est déjà une possibilité qu'ils ont en soi, et ensuite, l'environnement, c'est quasiment la banlieue qui réussit plus que les autres. Là, je parle du cas du foot en particulier. Un père footballeur, bref, il avait toutes les possibilités. Sauf... Alors, c'est juste pour trouver la contradictoire. Non, mais je rejoins ce que dit Mustapha, à juste titre. Exception, c'est qu'on peut avoir toutes les qualités innées. Le travail entraîne le talent. Merci. Le talent entraîne la chance et la réussite. Pourquoi ces gens-là, on se dit... Parce qu'il y a parfois certains... Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas à la chance. Je crois à la chance et à la réussite quand au départ, il y a du travail qui entraîne le talent. Kylian Mbappé. Tous les portraits que nous avons. Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne qui a une formidable formule qui dit ceci. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Il a parfaitement raison. C'est d'aller repousser ses limites. Guillaume Néry disait plus j'avais mal, plus j'avais envie d'aller. Et puis derrière, il y a aussi cette notion de loisir et de plaisir. Et ça, je pense que c'est très important. On le retrouve chez Kylian Mbappé, Mustapha. On le retrouve également chez des gens comme Claude Bébéard. Oui, Claude Bébéard. Alors, ça peut paraître un peu particulier. Pourquoi vous l'avez choisi? Parce que Claude Bébéard, avec l'âge qu'il a, pas comme les autres. Nous, fondateur du groupe AXA, nous explique qu'en 3 jours, il décide de racheter une assurance qui est le numéro 1 en France, cotée en bourse, alors que lui a une petite société d'assurance. Toute petite. C'est venu après ça. Mais il réussit à racheter en 3 jours cette chose-là. Et il dit, plus l'obstacle est grand, plus je souhaite le franchir. Ce sont des gens qui sont avides, c'est exceptionnel. Jean-Louis Etienne, 72 ans. On se dit... Il a une vie quelque part rêvée. Il a vraiment été acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. Eh ben non, Jean-Louis Etienne, il décide au mois de septembre d'aller dans l'océan circumpolaire avec un immense vaisseau qui est un espèce de coton-tige, 750 tonnes lestées comme un bateau coton-tige, qui s'appelle Polarpod, et il va aller travailler sur la biodiversité. Pardon, mais le mec, il a 72 ans. Oui, ça, c'est pas une leçon pour celles et ceux qui se disent bon, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que moi, je crois véritablement que le travail entraîne le talent et le talent la réussite. Kylian Mbappé, des rencontres peut-être. Oui, alors des rencontres. Ça c'est important. Il y a des rencontres. Il y a l'éducation. Voilà. Parce que les parents, c'est très important. Mensalaine corpore sano. Et je rejoins ce que dit Jean-Charles, c'est qu'il y a aussi des rencontres où quelque chose qui est adossé. Croison, c'est en voyant une jeune Roumaine de 16 ans qui traverse la Manche qui dit elle a pu le faire, je veux pouvoir le faire. Puis après, vous avez les drames de la vie, qui fait que, enfin, ou les drames, ou en tout cas des choses qui sont révélatrices. La jeune Zaya, vous en parlez, Ziwani, chef d'orchestre, stigmatisée par rapport à son origine sociale et adossée à un père en qui elle croit, en qui il est le référent, le révélateur, et quelque part... Il y a comme souvent dans la famille, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Exactement, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver. Et puis vous le disiez, Jean-Christophe Parisot, qui est le seul préfet myopathe de France, et qui explique qu'il a dû user toutes les larmes de son corps, se faire mal, souffrir, pour dire mais je veux y aller, et je veux travailler pour la cause de ces personnes qui sont handicapées ou qui ont un handicap particulier. Alors, on peut être très admiratif de ces trajectoires, mais ce qu'on pourrait dire, ce sont des trajectoires individuelles. C'est pas l'ascenseur social qui a marché. Je suis pas d'accord. Non, mais je vous pose la question. Je suis pas d'accord, Patrice. Je suis pas d'accord parce que ces personnes-là, quand on regarde d'où elles viennent, Pierre-Ambroise Boss, qui a été champion du monde olympique du 800 à Londres. Le mec, il part avant-dernier. Au bout de 200 mètres, il prend un coup de coude et on se dit, et les commentateurs disent, ça y est, c'est fini, au revoir monsieur, dame, on peut les prendre la douche. Et il explique qu'il a communiqué sur le jeu, sur le plaisir, et que cette finale, finalement, est devenue un plaisir. Et dans la souffrance, plus il souffrait, plus ça le galvanisait. Et de doubler des champions dont c'était déjà écrit, et voilà, l'adrénaline est arrivée.
Et à la fin, c'est incroyable parce qu'il nous explique que ça s'est passé la veille, la préparation mentale. Oui. Allison, il explique que ça s'est passé la veille où un de ses amis l'a appelé, il a pris le sèche-cheveux au lieu du téléphone, il a laissé tomber la bouteille d'eau sur le lit, etc. Bref, il était totalement étanche à la pression naturelle qu'on peut avoir par rapport à ça. Ça, je pense que ce sont aussi des messages pour ces étudiants qui vont passer des examens et qui se disent « Ah non, ça, c'est pas possible. Si tout est possible. » Et je le dis aux gamins et aux jeunes qui nous regardent. Parce que ces jeunes qui nous regardent, qui savent pas forcément quoi faire encore aujourd'hui dans leur orientation, etc., qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, la passion qui est la leur. Et ils se substitueront parfois aux carences de diplômes qu'ils n'ont pas forcément. Moustapha, c'est un bel exemple par rapport à ça, il nous l'a expliqué tout à l'heure. Mais Macron aurait pu être dans votre livre s'il n'avait pas fait la préface. Pourquoi il fait la préface ? Moi, j'appelle le président Macron à minuit, il me répond à 4h du matin, et c'est un républicain qui l'appelle. Et qu'on soit de la même obédience ou pas, on peut quand même constater, former ensemble le constat que lorsqu'il décide d'y aller, personne n'y croit. C'est qui ce mec qui sort de nulle part, qui a fait un bras d'honneur à Hollande ? Il n'a pas de parti. Il va se faire lyncher par la gauche, etc. Il arrive au premier tour, on dit ça ne réussira pas, etc. Il a quand même rendu possible l'impossible. Il a encore fait mieux, pardon de le dire. C'est que moi je prends souvent cette image du bowling, du joueur de bowling. Le joueur de bowling, on est 3. Je vais gagner la partie. Non seulement je gagne la partie, mais je fais strike sur strike. Il n'y a plus une quille. Il n'y a plus de quille de gauche, il n'y a plus de quille de droite. Et à l'arrivée, il explose les codes. Alors ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Là aujourd'hui, c'est un peu plus mitigé sur la forme, mais sur le fond, je rejoins ce que dit Jean-Charles. Oui, il a rendu possible l'impossible. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que ça, et donc je vais la poser. Allons-y. Alors, par définition, est-ce que ça se transmet ? En clair, là, on peut faire la démonstration parce qu'on a les gens qui sont aboutis. C'est-à-dire qu'on fait ce travail que vous avez fait sur des gens qu'on connaît et qui sont arrivés au bout de leur parcours, même si c'est jamais terminé. Mais la question, c'est est-ce que à rebours, ils seraient devenus ce qu'ils sont devenus s'ils avaient simplement écouté des conseils ? Et pour le dire autrement, est-ce que c'est un livre recette ? Alors qu'on peut penser que, par définition, ce sont des gens qui sont un peu extraordinaires. Ce sont des gens... Il n'y a pas de formule magique. Au contraire, c'est quelque chose qui vient de très loin. Souvent une référence familiale, souvent une personne qui vous a accompagné. Mais cette niaque qui fait qu'on n'écoute plus, ou on écoute les bons, et qu'on finit par faire quelque chose d'extraordinaire, donc d'impossible. Est-ce qu'il y a une recette par définition ? Alors, la recette, on va la trouver là, sur les clés de la performance, sur le fait d'avoir extrêmement confiance, comme en latin, cum fiare, faire avec, et aussi faire ensemble, et qu'on est évidemment étanche à toutes les critiques. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais pardonnez-moi de le dire. Moustapha, Allison, Jean-Charles et Monsieur Carmouze, vous étiez bien des gens ordinaires. Et on l'est toujours. Non, parce que dans les trajectoires. Bon, moi, pardon, mais Carmouze, par exemple, je suis fan depuis que je suis gamin. Je me suis dit, ce mec, c'est pas possible. Il est toujours positif, il est toujours en train de se marrer, et on a envie d'être son pote. Bon, il faut nous expliquer, il y a une recette, Patrice. Non, mais je le dis pas avec de la flagornerie, c'est la vérité. Oui, et pourtant... Il l'avait en lui, c'est-à-dire qu'il s'est écouté, mais il a écouté beaucoup de gens. Non, c'est pas le divan de Fogiel. Mais d'abord, ça se cultive. Et dans la culture, ça se travaille. Oui. Et je pense que racheter les éditions comme vous l'avez fait, à un moment donné, c'est même plus qu'un pari. C'est un défi. Oui. Et une fois que vous êtes dedans... On sait que là-haut, celui qui va aller me chercher, il va devoir être bon. Moi, c'est ce que je dis dans le sport. Vous-même, pardon, mais vous n'étiez pas programmé pour ce que vous avez fait. Vous le racontez d'ailleurs. Vous avez fondé Yveline Première, et puis après, vous avez été à Canal+, vous avez dirigé la rédaction de Canal+, et puis après, vous n'étiez pas programmé pour devenir maire, vous l'avez été. C'est aussi à chaque fois des challenges différents. D'abord, je pense que c'est la passion. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de programmation a priori. La passion, le travail, mais aussi le fait que, pardonnez-moi, quoi qu'on en dise, on le voit dans la rue aujourd'hui, la vie est belle. Qu'est-ce qui peut être dramatique ? Oui, de perdre un être cher. De perdre sa famille, ça m'est arrivé. Là, on est amputé à vie. Pire, ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Le reste, c'est quoi ? Il faut savoir relativiser. Ah évidemment. Moi je pense que si on n'est pas capable de relativiser, alors tout est formidable pour dire là aujourd'hui il fait plus froid qu'hier. C'est vrai que ça caille, on va attraper un rhume. Je sais pas si je vais y aller. Demain il faut que j'aille courir et ça va être compliqué. Je dis simplement dans le sport. Et d'ailleurs je pense que faire de la politique quand on vient du sport c'est bien plus facile parce que vous êtes imbibé aux règles du jeu et les règles ça s'applique, ça ne s'interprète pas. Donc il faut donner des règles y compris en politique. Et moi je le dis, en sport on peut être battu. Mais si on est battu, il faut que ce soit battu par meilleur.
Et si on est battu par meilleur, on serre la main, on dit bravo Jean-Charles, t'as été meilleur. Si on n'est pas battu par meilleur, c'est qu'on n'est pas bon. Et si on n'est pas bon, on n'a rien à foutre là. Voilà, c'est clair, net, précis. Moi, je fonctionne comme ça. Alors après, voilà, ça. Il y a vous fonctionnez comme ça. Vous avez beaucoup commenté et joué au foot. Enfin, et vous fonctionnez comme ça aussi dans la politique. On va parler des maires après, hein, mais oui, parce que alors moi, la première chose que j'ai faite, par exemple, c'est de réunir l'ensemble des élus de la ville de Poissy en 2014, des agents de la ville de Poissy, en 2014, 1000 agents dans le théâtre de la ville de Poissy, et je leur ai donné les règles du jeu et ma vision de la manière de gérer, dans le sens noble, cette ville où je suis né, où j'ai grandi avec ma famille nombreuse, etc. Et on a ajusté les règles à un moment donné. Et puis, une fois que la soirée a été terminée, désormais, on est dans le jeu, ou on est hors du jeu. Quand on est hors du jeu, en politique comme dans le sport, il y a une sanction. Et donc, en revanche, il faut être sans état d'âme sur le fait que quelqu'un sorte du jeu. Et pardon de le dire, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien. Alison, est-ce qu'on est très franco-français? Non, j'écoute. Non, mais c'est la même chose. Pour moi, c'était toujours un rêve de venir en France, vivre en France. Et puis, voilà, après 18 ans, je suis toujours là. J'ai mon propre boîte en France. C'est pas facile. Vous savez très bien l'administratif français. Surtout pour une Américaine, ça doit paraître un peu compliqué, non? Oui, c'est un peu compliqué, mais ça me plaît. J'ai un travail qui est formidable. Je rencontre des gens formidables. Je travaille à la Fédération française de foot. Je donne des cours d'anglais là-bas. Pour le français, de temps en temps, ça ne ferait pas de mal, hein. À nos joueurs. Comment est-ce qu'on peut arriver à traduire les propos de Ribéry, alors, par exemple? Arrête avec ça. Mais Si je peux me permettre de revenir sur le livre de notre ami et sur Karl Olive en particulier, moi, ce qui me fascine, c'est son parcours totalement, pour le coup, très éclectique, on va dire. Parce que n'était pas programmé le fait, pour... et ça, j'adore pour une raison simple. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas écouter, moi, il y a une chose avec laquelle je n'ai jamais écouté, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, c'est le fait de dire c'est pas pareil. Quand on est journaliste et qu'on dit qu'on va faire de la politique, on dit attention, t'es journaliste, tu sais faire, mais fais pas de politique, c'est pas pareil. Et quand on est dans la politique, ne fais pas de l'entrepreneuriat parce que l'entreprise, c'est pas pareil. Et on entend en permanence ce c'est pas pareil, comme s'il fallait rester dans des cases et dans des boîtes. Le fait d'en sortir, de passer comme ça, j'allais dire d'un rail à un autre, c'est une manière effectivement de rendre les choses possibles quand souvent on est tracé et que ça devient impossible de passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est tout mon discours. Ce que vous dites, c'est que... C'est beau ce que tu dis. Non, c'est vrai surtout. Quelque part, il y a le fait de se dépolluer de séparation. Pardon. Non, je disais ce que dit Moustapha, c'est qu'effectivement, il faut surtout se dépolluer de toutes ces parasites. Moi, je me suis pas posé de question de savoir si c'était bien ou pas, que ça allait être bien vu ou pas. C'est vous faites et puis vous faites votre chemin en équipe. Parce que je pense que c'est une aventure partagée, collégiale, sinon on ne réussit rien. Je prends souvent cette phrase qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je le crois véritablement. Mais oui, c'est une très belle aventure humaine. Et peut-être que demain je ferai du chant. Je ne sais pas, mais si un jour ça me tente, je tenterai le chant. Un disque de Karl Olive. Un mot sur Poissy et sur le centre d'entraînement du PSG, c'est fait. Ça a été une longue lutte, ça? Ça a été une volonté, hein, Alors, de la même manière, comment rendre possible l'impossible, c'est que quand d'autres sites, sans les nommer, parce que tout le monde vous disait, vous l'aurez jamais. Hein. Exactement. Ça peut pas être chez toi, les terrains sont pollués, j'avais déjà signé, hein. Les terrains sont pollués. Moi, je dis, vous avez raison, c'est pas forcément le meilleur site. Mais enfin bon, si jamais le PSG venait à partir à l'extérieur et en dehors du département des Yvelines, ce qui avait été évoqué fut un temps, j'aurais préféré, ce que je dis à mes collègues maires notamment, vous sera mieux qu'ils restent dans le département des Yvelines. Donc, en revanche, peut-être en termes de méthode, moi, je n'ai jamais critiqué, les différents sites. Les différents sites ont bien critiqué la ville de Poissy. Moi, je me suis focalisé, on a focalisé notre énergie sur notre dossier. Et plutôt que d'aller voir ce qui était pas bien à l'extérieur, c'était d'aller voir les propriétaires pour leur dire, voilà, on a un projet, dites-nous vos prix. On est allé voir le président du conseil départemental, Pierre Bédier, la présidente de la région, Valérie Pécresse, le président des agriculteurs, Christophe Hilleret. On est allé voir le président de la communauté urbaine, Philippe Tautou. On s'est bien arrangé. Et une fois qu'on avait signé le 73e et dernier propriétaire, on a appelé le Paris Saint-Germain, on leur a dit, voilà, il y a 74 hectares.
Tout est réglé, on vend à l'euro, donc pas de bénéfice, et j'ai souhaité qu'il n'y ait pas de bénéfice par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que vous le savez comme moi, vous le savez tous ici autour de la table, le Paris Saint-Germain, c'est une marque exceptionnelle. Et il fallait gagner d'abord la bataille, pour moi, la bataille de l'image, et ensuite la bataille économique. Et il se trouve que 2 mois après, des grands constructeurs automobiles sont venus me voir en disant on aimerait bien s'installer en face du PSG. Oui, ça va même. Là, j'ai pas vendu à l'euro. Et l'installation, c'est pour quand ? Alors, on est en plein travaux là, parce que alors la France. Toutes ces modalités, c'est plus du millefeuille administratif. Là, on a clairement la boulangerie entière. Donc, recherche archéologique, recherche environnementale, etc., etc. Donc là, il y a eu le diagnostic qui a été fait. Le Paris Saint-Germain commence à travailler. Il faut purger les recours. Ouverture, a priori, en 2021, avec ce qui est exceptionnel, c'est 2000 emplois pendant la durée des travaux. C'est le football, Patrice, mais c'est également le handball et le judo. Il y a une école rouge et bleu. Il y a une clinique. Et on a derrière plus de 500 emplois pérennes. Et accessoirement 2 millions d'euros de taxes annuelles pour la communauté urbaine. On est vraiment dans le cercle vertueux de l'économie locale, ce en quoi je crois véritablement, c'est-à-dire qu'on signe une convention avec le Paris Saint-Germain sur les ressources locales, avec des ateliers de proximité, pour que mes jeunes puissent aller travailler, puissent être formés pour notamment les espaces verts, il y en a beaucoup quand vous avez 14 terrains, etc., etc., y compris pour les entreprises locales qui, moi, je suggère qu'elles aient un droit de tirage avant peut-être les autres. C'est pas forcément juridiquement et politiquement correct de dire ça, mais c'est ce qui va se passer. Très bien. En tout cas, c'est une belle victoire. Ouais. Oui, on est content. Mais ça va ? Le titre, on aurait pu l'appeler Impossible n'est pas français, tout simplement. Aussi, sauf que le 2e tome, j'entends bien pouvoir avoir le ressenti de Monsieur Obama, de Monsieur Roger Federer. Je veux aussi montrer que je voudrais qu'on puisse avoir de façon transversale aussi des expériences qui nous montrent que là où par exemple aux États-Unis, que connaît bien Alison, on est toujours à on est toujours à s'imprégner de la réussite de l'autre. Souvent en France, culturellement, d'ailleurs le président Macron dit, on est plutôt à jalouser. Ça, c'est louche là. Il a racheté des éditions La Joanie, ça c'est louche. Il y a un loup là. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors qu'aux États-Unis ou outre-Manche, c'est formidable en charme. Bien sûr. Quelle réussite. Moi où je peux acheter des bouquins. Et d'ailleurs, mais les Américains, ils adorent la France. Tout ce qui est français, le côté cuisine. Quelle image ils ont ? Est-ce que c'est le bon vin et le bon vin, bien manger, la belle vie en fait. C'est ça. L'intelligence, les journalistes qui posent de bonnes questions, des présidents qui sont quand même cortiqués et qui font de belles interviews. Mais Macron, il a une super image aux États-Unis. Il est meilleur que Trump en France, je pense. Cortiqué, c'est vrai. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité, les Gilets jaunes, et évidemment. Est-ce que, au fond, on n'assiste pas à l'affrontement de 2 France ? Est-ce qu'il n'y a pas de 2 France ? Une France d'en haut, une France d'en bas, une France mondialisée et une France marginalisée ? Est-ce que c'est pas ça, au fond, les Gilets jaunes ? En tout cas, c'est une France un peu effrayante. Quand on voit les images, quand on entend les Gilets jaunes s'exprimer, revendiquer, on ne comprend pas tout. Alors d'un strict point de vue linguistique, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent, ça déjà, mais quand on arrive à comprendre ce qu'ils disent, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est le gasoil ? Est-ce que c'est l'augmentation du prix des carambars ? Est-ce que c'est un gigantesque n'importe quoi. Et une manifestation, c'est très français. Mais c'est totalement effrayant. C'est totalement effrayant. C'est vrai. Alors pour le coup, le mot je termine juste pour des choses qui sont quand même, quand on regarde vraiment de près, l'augmentation du coût du diesel, c'est un truc qui est quasiment ridicule. Enfin, je veux dire, en euros constants, c'est pas plus cher qu'il y a 7 ans. Je veux dire, on sait très bien que là-dessus, aucune discussion il y a quand même un ras-le-bol au-delà de ça. Il n'y a pas que peut-être des taxes, peut-être des impôts, peut-être. Il y a une véritable boulette, je pense, parce que la communication, je pense que c'est pas le grand fort de ce gouvernement. Très souvent, ils font quand même des erreurs monstrueuses. C'est que là, en un minimum de temps, il y a eu la limitation à 80 km/h, le renchérissement du contrôle technique, le nombre de points de contrôle technique, le stationnement absolument impossible dans toutes les villes de France avec la multiplication par 10 du prix d'une amende. Ça, oui, il y a l'impression. Donc tout d'un coup, il y a une pression. Ce qu'on appelait la vache à lait. Voilà. Et avec surtout une méconnaissance du tissu français. Les Français, on adore nos voitures.
Et c'est un truc auquel fallait pas toucher. Alors, y toucher 5 fois de suite en moins de 3 semaines, là, on se dit, c'est quasiment suicidaire. Alors, après, je veux dire, c'est quand même terrible. Et puis surtout, alors, après, je vous laisse la parole, mais emmerder les Français, alors, on comprend pas du tout le mode d'action, c'est-à-dire bloquer les péages. Et je passe même, parce qu'on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais les propos racistes, homophobes, les propos violents, cette femme voilée qui s'est fait arracher son voile. Enfin, je veux dire, je suis pas pour le port du voile, mais enfin, je veux dire, c'est totalement scandaleux. Et tout ça, on bloque les trucs, on fout les commerçants dans la merde, on emmerde tout le monde. Et pourquoi? Je veux dire, ça emmerde tout le monde sauf le gouvernement. Parce qu'il y a une colère. C'est justement cette colère qui est difficile à on peut être en colère et réfléchir. Jean-Charles dit, tu parles d'une France effrayante, parce que c'est vrai que c'est un peu, le général aurait dit la chienlit. Mais moi, j'ai pensé à autre chose. Parce que tout a été dit sur cette affaire. C'est-à-dire que c'est parti du prix du gasoil, donc des taxes. Ça veut dire des prélèvements. Ensuite, on est passé au pouvoir d'achat. Finalement, ce qui est dit, c'est pas le pouvoir d'achat, mais c'est plutôt le reste à vivre, c'est-à-dire pour acheter des choses qu'on a envie de s'acheter au-delà de ce qu'on a besoin. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Ensuite, c'est le ras-le-bol fiscal, mais c'est également le ras-le-bol du politique. Enfin bon, tout a été dit. Oui, moi, il y a une chose que j'ai pas entendue et qui rejoint ce que tu as dit, qui vient d'être dit par Jean-Charles. J'ai eu l'impression qu'ils étaient effrayés. Par quoi? J'ai eu le sentiment que c'était essentiellement des gens de province, parce que à Trappes, on aurait pu imaginer que c'est une question de pouvoir d'achat. Il n'y a pas eu beaucoup dans les Yvelines. J'en ai pas vu un seul. Non. Donc on aurait pu imaginer que dans des banlieues où, par définition, il y a beaucoup de gens qui sont paupérisés, qui n'ont pas le niveau de vie qu'on pourrait leur souhaiter ou qui souhaiteraient pour eux-mêmes. On n'a pas vu finalement de gens émerger, ni dans des mouvements, ni même bloquer quoi que ce soit. Et donc j'ai eu le sentiment que ça venait essentiellement de la province, de villes plutôt moyennes. Et moi, j'ai senti qu'ils étaient plus effrayés qu'ils ne devenaient effrayants. C'est-à-dire que je ressens ces gens-là qui sont loin des centres de décision, loin du travail, loin finalement de là où on peut acheter, donc on peut consommer, et qu'on allait les priver à terme de leurs moyens de mobilité, de leurs moyens de locomotion. Et on a touché à quelque chose de sacré. Donc du coup, il faut que je garde ma bagnole, il faut que je puisse bouger avec ma bagnole, il faut que je puisse m'acheter tout le reste, parce que la bagnole, c'est pas simplement l'essence, c'est également à chaque fois que tu fais un excès de vitesse, tu peux prendre 135 € et ça claque tout le monde à la fin du mois. Mais est-ce que justement, et donc, il y a une espèce de frayeur où les gens se disent, je sais pas si à terme, je garderai cette autonomie et donc du coup, on parle de plein d'autres choses, mais c'est plus de la voiture dont on parle en réalité, donc la goutte qui fait déborder non pas le réservoir, parce qu'ils ont du mal à faire le plein, mais c'est cette goutte qui aurait fait déborder le vase, au sens où ils vont se sentir demain quasiment privés de liberté, et c'est le président des riches et des villes, et donc par définition pas celui des pauvres et de la province. Une espèce de frayeur presque inexpliquée. On n'est pas très loin du livre, parce que c'est presque votre livre en sens inverse. C'est-à-dire des gens qui pensent que c'est devenu impossible. Voilà, c'est ça, non? Moi, je ne partage pas du tout ce qui a été dit là, ni par Jean-Charles, ni par Mustapha. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Macron est trahi sur la marchandise, puisqu'il a été élu sur des réformes. Oui. Des réformes qui sont obligatoires dans notre pays avec 2300 milliards de dettes. Donc il faut absolument faire quelque chose, sinon on est rattrapé par la patrouille avec l'Europe et, comme nous les maires, on peut être sous tutelle, etc. On n'a pas dit le contraire. Sur le fond, c'est exactement le diagnostic. Et Dieu sait, et je suis donc républicain, je ne suis pas En Marche, ce que je constate simplement, c'est que sur la forme, et Jean-Charles a parlé de mot communication, donc de faire savoir, là c'est catastrophique. Et c'est catastrophique parce que dans cette 5e République, on est dans un travers systématique. La verticalité. La verticalité. Hein. On est là-haut, on décide, on impose, et une fois qu'on a décidé, on vient dire « qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben voilà, la réponse, c'est les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est pas simplement la campagne. Moi, hier, j'étais sur le tronçon A13 jusqu'après Vernon. Ils sont particulièrement organisés. Ils vont, je rejoins ce que disait Jean-Charles, ils vont casser le développement économique en laissant passer les automobilistes, en arrêtant les poids lourds qui ne peuvent plus acheminer les matières premières dans les entreprises, etc. C'est particulièrement voulu, mais nous avons ici des gens qui peut-être pour la première fois manifestent, ça s'était jamais vu avant, qui ne veulent pas voir ni les politiques, et ils ont bien raison. Et moi, si j'étais à gauche comme à droite, je le suis à droite, je me tairais, je balayerais devant ma porte,
Alors que c'est pas le cas, on n'a pas de leçon à donner par rapport à ça. Et puis, deuxièmement, derrière, on a une grande, pour moi, frange de la population française qui est exaspérée par cette compilation systématique, Moustapha, vous l'avez rappelé, de taxation, au même titre que nous, les maires. On a un sondage que je peux vous montrer, c'est assez intéressant parce que la première préoccupation, ça reste quand même l'emploi, mais regardez, les taxes, les impôts, c'est presque aussi au niveau de l'emploi. C'était beaucoup moins fort autrefois, il y a quelques temps. Alors, là, il y a une sorte de ras-le-bol quand même. La réponse des maires, la réponse des Français, les gilets jaunes. La réponse de certains maires, ça n'a pas été le cas à Poissy, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment responsable et savoir ce que nous souhaitons. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France gagne. C'est pas, comme je le dis souvent, je me lève pas le matin en me disant je vais me faire une politique de droite ou une politique de gauche. Je me dis, je vais faire la politique qui est en adéquation avec celle de mes administrés. La réponse des maires, ça a été, on va tritouiller pour la taxe d'habitation, qui fait que là où le gouvernement dit elle va baisser, dans nombre de communes, elles ont augmenté. Alors ça aussi, c'est un très mauvais signal. Mais de la même manière, je parlais de verticalité. Je vous donne un exemple. Les emplois aidés. C'est pas la panacée, les emplois aidés. On sait très bien que c'est un pansement sur les jambes de bois. On connaît bien ça dans les associations, dans les collectivités. Sauf que, plutôt que de nous dire au mois de juin, mesdames et messieurs les élus, à partir de janvier 2019, il n'y a plus d'emplois aidés. Oui. Mettons-nous autour de la table pour voir comment nous substituons cela et comment on arrive à pallier parfois des petites ou moyennes villes ou des petites ou moyennes associations qui ont besoin de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Mois de juin, mi-juillet, fin des emplois aidés. C'est ça la concertation. C'est pas ça la concertation. Recentralisation. Oui, le président l'a dit hier. Sauf que nous, ce qu'on lui dit simplement, c'est que aujourd'hui, les communes où on nous dénoyote, où on nous exonère, un certain nombre de compétences, le développement économique, la politique de la ville, la compétence sportive, la compétence culturelle, il ne faut pas qu'on devienne des chambres d'enregistrement. La République 1789, c'est pas en impose. 1789, c'est le moment où on crée les 36 000 communes. On ne peut pas dire la République en long, en large, en travers, et puis derrière, les communes, on fait comme si elles n'existaient plus. Et vous allez voir que dans votre sondage, dans le sondage que vous avez montré, vous évoquez comme deuxième cause de ras-le-bol les impôts et les taxes. Ça va être le prochain choc, ça va être fin janvier, quand il y a sur les feuilles de paie, le premier prélèvement à la source. Parce que là, ça a été relativement bien expliqué, mais les gens, ils vont avoir... Et les gens vont se dire, je gagne beaucoup moins. 200, 300, 400 euros de moins. C'est-à-dire, ça va être dramatique. Là, ça va être un carnage. Je reviens à ce que je disais, pardon, parce que c'est en rapport avec le livre. Il y a un éditorialiste qui a fait un édito qui était assez provocateur, mais qui était assez intéressant, je trouve, c'était dans les Échos, qui disait c'est pas Macron qui n'écoute pas les Français, c'est les Français qui n'écoute pas Macron. Sur le fond, c'est ça, mais sur la forme, c'est l'inverse. Il prône une sorte d'optimisme. Et vous, c'est ça aussi que vous allez chercher. Quelles sont les forces qu'on peut avoir? Et il y a un certain nombre de gens qui se sentent exclus de ça. Qui se disent mais je ne serai jamais un Croizon, je ne serai jamais un Mbappé, je ne serai jamais un Deschamps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que c'est pas loin de votre livre. L'erreur de base, c'est d'avoir pu penser que les réformes allaient se passer parce que tous les Français responsables constatent bien qu'il faut apporter sa petite pierre pour désendetter l'État. Pour moi, ça a été un mauvais diagnostic de départ, pour reprendre une image de pharmacien. La deuxième chose, c'est que jamais on est venu d'abord expliquer aux Français ce qu'il en était. Et on n'a pas fait confiance aux premiers concernés. Je prends le cas de la ville de Poissy, pardon de parler de la ville de Poissy, que je connais un tout petit peu. Nous sommes l'une des seules communes de France à préparer nos conseils municipaux dans les quartiers, tous les mois, avec 250 personnes. Il n'y a pas un seul recours, je touche du bois, pour la ville de Poissy depuis 4 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va d'abord voir les administrés, les premiers acteurs, qui sont les premiers concernés. Ils valident. Nous décidons, nous sommes les politiques, nous sommes là pour diriger, mais on doit valider aujourd'hui tout ce que nous faisons par rapport à cela. La grosse bêtise, la grosse connerie. Aujourd'hui, nous avons des députés qui sont hors sol. Mais pas seulement de leur faute. C'est normal qu'ils soient hors sol. Il n'y a plus du tout de possibilité de cumul des mandats. Vous pensez que le cumul est finalement... moi, je vais vous dire, c'est une énorme bêtise. Et je suis très à l'aise parce que je ne suis qu'un modeste maire. Oui. Donc, mais pourquoi ? Vous avez parfois des députés... Alors, pas dans ma circo, mais vous avez parfois des députés, on a des cérémonies patriotiques où je vois bien les anciens combattants dire Moustapha, c'est pas ta place, là c'est la place du porte-drapeau. Enfin, je veux dire, on en est là. Où vous avez des députés qui, pendant la campagne, ont distribué des tracts dans des villes qui ne faisaient pas partie de la circo. Non, mais on en rit, mais c'est ce qui s'est passé. Et ces députés-là ont été
parfaitement. Ils sont nouveaux aussi dans le, dans le métier. Hein. Oui, mais enfin, excusez-moi, quand vous apprenez l'école du journalisme, vous n'allez pas forcément faire de la formation de boucher. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on soit congruent par rapport à ça. Et là, on est hors sol. Juste une chose, on est hors sol par rapport à ça. Et là, on a vraiment le sentiment, d'ailleurs, il faut regarder la composition du gouvernement pour voir quels sont celles et ceux qui ont été maires. Parce que quand vous êtes maire, vous savez ce qui se passe sur le terrain. On va parler des maires à Poissy, à un moment. 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine. J'ai diminué l'absentéisme de 750 jours. 100 000 euros d'économie. Il y a 80 communes qui le font aujourd'hui, là où je me suis fait tancer à l'époque où les fonctionnaires ne foutaient rien. Je continue à dire, parce qu'on ne dit pas la même chose sur le diagnostic, que d'ailleurs je mets entre les mains des médecins et non pas des pharmaciens. C'est plutôt le médicament. Et le remède, justement, c'est celui-ci. C'est que je vous entends et je vous suis sur le raisonnement, donc on n'est pas du tout en désaccord sur le... Ce qui me gêne, c'est qu'on plaque des raisonnements, on plaque des analyses sur une situation où des gens, moi je le crois, je le ressens comme ça, finalement ne sont même pas concertés d'une part, et en même temps, il n'y a pas une analyse aussi profonde. En gros, ils ont pas la situation globale du pays. C'est leur vie qui les intéresse. Et d'ailleurs, il y a des revendications parfois contradictoires. Et c'est cette peur individuelle que je ressens. Oui, je dis, c'est plus un ressenti, une peur qui sont presque en train de se projeter dans l'avenir en disant, on va pas y arriver, on n'aura plus jamais nos bagnoles. Encore une fois, je répète, je pense à ces gens qui manifestent réellement et qui sont vraiment dans la province et qui sont loin des centres de décision, voire des centres de communication. C'est pour ça que je parle plus de ressenti. Et nous, on essaie tous, et vous le faites, on le fait tous, de mettre des raisonnements, de plaquer... On essaie de comprendre. Oui, on essaie de comprendre quoi. Quand quelqu'un est effrayé, on essaie de comprendre quoi. À un moment donné, c'est l'écoute d'une part, et à un moment donné, essayer de trouver des solutions. Mais la chercher dans l'idée que, voilà, il y a un endettement, on est arrivé au ras-le-bol fiscal. Tout ça, nous, on le sait, et on plaque cette analyse. Non, mais il faut bien c'est pas ce que les gens, à mon avis, ressentent, et là, je terminerai là-dessus. Oui. La télé, c'est quand même un effet loupe. C'est-à-dire qu'on a 10 personnes par jour qui passent à la télé. Oui, il y a une responsabilité des médias. Il y a 66 millions de Français. Au bas mot, il y a 250 000 manifestants, c'est ce que j'ai pu comprendre. À la télé, régulièrement, on fait passer 2, 3, 10 personnes qui sont vraiment touchées dans leur chair. On a même vu quelqu'un pleurer en parlant de sa situation et de celle de son enfant. Et donc, ça donne un effet loupe absolument magistral, ce qui n'est pas forcément la situation. C'est pas le seul mouvement sur lequel... C'est pour ça que je parle de déraisonnement. Alison Ziolski, un mot. I'm sorry. Non, ça va. Sur ce mouvement, parce que je reprends le tabac. Il faut que Mustapha puisse parler. Donc, comment vous regardez ça, vous? Ça, je comprends. La chose qui m'embête, c'est la SNCF. Parce que je dois prendre le transport public, c'est les trains, c'est la grève avec SNCF qui m'embête le plus. Donc, mais les gilets jaunes, je comprends. Il y a un moment, il faut dire arrête. C'est 5 centimes là, c'est 100 euros par là. Le salaire, il y a combien le litre d'essence aux États-Unis? Le gallon. C'est très peu cher. C'est pas cher. $1.50. Donc le gallon. Oui, le gallon, c'est donc c'est 4 litres. 4 litres. Pour €1,50. Moins cher. Ouais. Faites vos calculs. Alors, samedi, les manifestants, les gilets jaunes viennent à Paris. Je veux juste vous montrer cette petite chose qu'on trouve sur le net. Regardez. On va bloquer la circulation dans tout Paris et Anne Hidalgo, évidemment. Elle est trop contente. C'est déjà fait, donc vous c'est son but. Est-ce que c'est une faillite des partis politiques? Je crois que la faillite des partis politiques... Elle existe déjà. Non, mais est-ce que c'est un élément de plus dans, cette coupure? C'est une des conséquences d'un manque d'organisation totale et de la faculté de se rassembler, mais dans tous les partis. C'est-à-dire que ça soit à gauche ou à droite, alors là, on n'a rien à envier à personne. Ce qui est inquiétant... C'est pas une faillite, c'est juste qu'il faut... pas exagérer non plus, parce que la faillite des partis politiques, c'est quand même un peu une catastrophe. Alors moi, je suis tout à fait... Mais je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je suis tout à fait pro-Macron, et je trouve qu'il je suis tout à fait de votre avis. Il a été élu sur un programme, il fait son programme, et je souhaite qu'il le poursuive, et c'est très bien comme ça. Mais dynamiter les partis politiques, ça a été bien, mais les partis politiques, c'est quand même là où, par moment, pas dans tous, mais quand même, on est censé réfléchir, discuter, et apporter des solutions. Et on voit quand même que beaucoup de gilets jaunes, on aimerait qu'ils discutent un petit peu avant de parler. Voilà. Non, mais dans la démocratie, le rôle des partis politiques, c'était justement de prendre en charge les mécontentements et de les exprimer dans les mairies, au Parlement, etc. Absolument. Là, on voit bien qu'il n'y a plus ce rôle-là et que c'est directement les gens qui prennent en main leur... Après, ce que disait Moustapha,
Mustapha est quand même juste. Donc on parle de 250 000 personnes sur une population de plus de 60 millions de Français. Il y a quand même plus de gens qui n'ont pas gilet jaune que de gilets jaunes. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, à regarder les informations, qu'on ne serait plus entouré que de gilets jaunes. N'exagérons pas non plus. Je voudrais vous parler du chiffre de la semaine. Alors, le chiffre, c'est 49%, mais 49% de quoi? Il y a 49% de garçons et 51% de filles. Non, de la semaine. De la semaine. Ah, de la semaine. Ça, c'est pas de la semaine. De la semaine. Non, je voulais que je vous dise. Oui. 49. Pardon? Non, les taxations. Non, 49% des maires souhaitent ne pas se représenter à l'issue de leur mandat. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ras-le-bol. C'est vrai qu'on dit que c'est la fonction de les maires, c'est l'élu à portée de gifle. Là, on dit parfois ça, c'est-à-dire que c'est celui contre lequel on peut se retourner. C'est celle de la c'est fonction. beaucoup quand même, hein, oui, un sur deux, quoi. Alors après, certains ont connu l'âge d'or, je dirais avant la crise de 2008. On connaît l'âge de pierre. Aujourd'hui, il faut faire avec, et quand on est jeune élu depuis 2014, mais que vous ayez 30, 40, 60 ans, et on a affaire à un défi plutôt qui est presque celui d'un chef d'entreprise. D'abord parce que nous, quand on rend les budgets, qu'on présente les budgets, il faut qu'ils soient équilibrés, à la différence de l'État et parfois des entreprises. Deuxièmement, on a quand même des compétences qui foutent le camp. Et là, il faut comprendre, on a des collègues qui sont élus parfois depuis 2, 3 mandats, qui ont toujours décidé, qui ont toujours créé, qui ont toujours façonné avec leurs décisions. Aujourd'hui, ce ne sont plus leurs décisions, puisque les compétences de développement économique, de politique de la ville, encore une fois sport, culture, etc., sont confiées ou à une agglomération, une communauté de communes, une communauté urbaine, etc. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, il n'y a toujours pas de statut, Patrice. Demain, l'élu est battu, il ne touche pas le chômage. Je veux, moi, par exemple, faire un prêt immobilier, on me dit, monsieur le maire, vous avez un statut précaire. Donc, vous avez pas un tout ça, alors, et penser que le maire passe son temps au petit four, au truc et au machin, ça c'est l'image d'Épinal. Et moi, je vois beaucoup, surtout, de déception, de frustration, de tristesse de mes collègues qui sont là depuis des années, qui font un formidable boulot. Moi, je dis souvent, si j'étais à Bordeaux, je voterais les yeux fermés tous les jours pour Alain Juppé. Si j'étais à Dijon, je voterais tous les jours pour François Rebsamen. Parce que l'élu, encore une fois, c'est vraiment la personne qui est, c'est la rencontre entre, on le dit bien, entre des administrés avec un homme ou une femme. C'est la personnalité préférée des Français. Là où c'était intéressant, c'était pendant longtemps la personnalité, enfin, parmi les hommes politiques, c'est la fonction préférée des Français, c'est la personnalité avec laquelle ils peuvent discuter, qui est proche d'eux. C'est en même temps assez jouissif, je pense, pour les gens qui l'exercent, parce qu'ils voient tout de suite, assez vite, en tout cas, les résultats de leur politique. Et on a quand même 1 sur 2 qui ne veulent plus se représenter. Donc, il y a une crise, quoi. Oui, il y a une crise parce que d'abord, on a tellement, je pense, critiqué le personnel politique depuis quelques années en disant que c'était tous des pourris, c'était tous des achetés. Les maires étaient un peu à part de ça. Oui, mais ils échappaient au début, ils échappaient à ça, mais finalement, tout est englobé dans la même chose. On oublie complètement quel est le véritable boulot d'un maire. On oublie la charge incroyable de travail. Quand on pense qu'il y a encore des gens, effectivement, vous le rappeliez, Karl, qui pensent que le maire, c'est quelqu'un qui va se baffrer de petits fours toutes les 10 minutes. Mais c'est d'une bêtise de penser ça. Mais il y a franchement beaucoup de Français qui le pensent. Mais je veux dire, que les Français aillent se rendre dans les conseils municipaux, qui voient un petit peu quel est le boulot, et je veux dire... Et c'est pour ça que le travail qu'il fait... Le respect, voilà. Ça, c'est très bien. Et le respect remontera. C'est public, hein. Ville de Poissy, 40 000 habitants. 93 millions d'euros de budget, 70 métiers différents, et un budget d'investissement tous les ans d'à peu près entre 15 et 20 millions. Indemnité du maire, 3 400 euros. Alors, je m'en plains pas, absolument pas. Mais c'est vrai, quand je fais le calcul, le ratio entre les heures passées et l'indemnité globale que je peux percevoir, je bosse à 8,50 € de l'heure. Ouais. Je ne m'en plains pas parce que c'est une véritable passion, mais j'ai dû mettre moi en sommeil ma société de production que je faisais auparavant, et c'est sans commune mesure avec le salaire que je pouvais avoir auparavant. Et je me plains pas du tout par rapport à ça. N'importe quel dirigeant d'une boîte 97 millions de 3 400 €, oui. de budget, je veux dire, il gagnerait. C'est une évidence. Un bémol. Les statistiques, c'est souvent la forme la plus élaborée du mensonge. 49% des maires ne seraient pas satisfaits ou ne se représenteraient pas sur un mandat. Sauf qu'il y a 36 000 communes. Combien de maires de grandes communes
ne voudraient pas se représenter. Dans les 49%. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 36 000 communes, c'est souvent des ceux communes qui sont à moins de petites 1000, communes. 2000, 3000, Ouais, qui eux font quasiment le même boulot, c'est-à-dire qu'ils touchent à tous les corps de métier que notre ami, mais ils n'ont pas les 40 000 habitants, ils en ont 2-3 000. Donc en fait, ils font le même boulot, ils n'ont pas la même rémunération, ils passent autant de temps, et à ce niveau j'ai envie de dire, de travail, pour la rémunération et pour ce que ça impacte, avec toutes les compétences qui partent, et surtout pour les plus petites. Donc il y a une concentration on veut une concentration des communes, on va vers les grandes agglos. Et donc je pense que dans les 49%, il serait sympathique de vérifier quels sont ceux qui ne veulent pas se représenter au-delà de 20 000 ou 30 000 habitants. J'ai une preuve. Il y a 51% des maires qui veulent se représenter, visiblement. 51%. Donc ça, soyons positifs. Mais si on était sur les 20-30 000, peut-être que 90% des maires se représenteraient. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est un véritable parcours d'obstacles de pouvoir rendre un budget équilibré, puisque à Poissy, par exemple, la dotation globale de fonctionnement, en perte cumulée entre 2014 et 2020, sera de 28 millions d'euros, avec des transferts de compétences qui, chaque année, représentent 500 000 euros. Je donne quelques exemples. Les passeports, les PAX, maintenant ça se passe en mairie, les PAX et les PAX se passent en mairie, c'est 500 000 euros qui viennent se rajouter à cette baisse de la DGF, qui viennent se rajouter également à un nombre de services à la population croissant, parce que nos administrés, on peut les comprendre, sont de plus en plus exigeants. Donc à l'arrivée, si vous n'êtes pas vigilant, que vous ne gérez pas votre mairie comme une entreprise, vous êtes rapidement sous tutelle. Et ce qu'on constate, c'est que vous avez un budget qui, lui, va être quasiment constant, avec des dépenses qui sont ras les pâquerettes, 5 millions d'euros d'économie de fonctionnement en moins. Mais moi, j'ai décidé de donner 400 000 euros à mes agents, parce que j'estime que si jamais les agents ne relèvent pas le défi dans ce contrat gagnant-gagnant, alors on se met en croire, on augmente la pression fiscale, ce que je me refuse de faire. Il y a des maires qui échappent à la tutelle. Anne Hidalgo, par exemple, elle a beaucoup plus de mal, visiblement, à gérer son budget. Elle le gère moins bien que vous. Et... Je voulais juste vous montrer un tweet, justement, qui était en rapport avec Jean-Charles, ce qu'on disait. L'impossible. Parce qu'on a le tweet de la semaine, c'est le vôtre. Justement, vous expliquez, que une baisse drastique des dépenses de fonctionnement de la ville. Nous avons réussi le tour de force de maintenir la variété et la qualité des services aux habitants de Poissy. Oui, mais c'est la raison pour laquelle c'est pas simplement une équation financière. Non, mais il faut mettre en place un plan d'amélioration des conditions de travail. Mais il y a aussi, on rejoint un petit peu le livre, c'est-à-dire qu'il y a aussi deux façons de lire les difficultés. C'est-à-dire qu'on peut soit baisser les bras, soit se dire on se bat. Évidemment. Et puis je pense que, alors donc je le disais, mais juste pour qu'on rigole ensemble, quand je propose de donner 2 heures de sport à mes agents par semaine dans le cadre du temps de travail, j'ai un coup de téléphone de mon parti, les Républicains, pour nous mettre complètement barjot, on est à 2 mois des élections, il y a trop de fonctionnaires en France, il faut en virer, et toi tu vas leur donner, ils foutent rien, etc. Je dis oui, mais moi, venez me voir, on les badge. On badge les agents, donc ils font leur durée légale du temps de travail par semaine, 37h10, c'est pas 35 heures, c'est 37h10. Et encore une fois, j'ai réussi l'exploit. On réussit ce que je viens d'expliquer sur les budgets d'économie. Et à l'arrivée, on génère 100 000 euros d'économie. On a des agents qui viennent, qui sont plus en forme parce qu'ils ont participé pendant 2 heures. Oui. Et puis derrière, j'arrive à réinvestir sur les 100 000 euros, 40 000 euros pour du matériel ergonomique, des fauteuils, un meilleur éclairage, etc. Donc c'est un contrat gagnant-gagnant. Si on ne comprend pas ça, et pour comprendre ça, il faut être sur le terrain. 108 milliards, Patrice, 108 milliards d'euros d'absentéisme en France. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est énorme. On y travaille, on fait semblant. J'avais envoyé une lettre à tous les médecins généralistes de la région en leur disant « Si vous pensez qu'il y a une pathologie avec le travail quand vous voyez des patients qui sont agents de la collectivité, dites-le nous. Envoyez-les, s'il vous plaît, à la médecine du travail, médecine indépendante, et peut-être qu'il y a une pathologie qui peut peut-être être réglée, etc. » Qu'est-ce que je n'ai pas dit là ? Mais j'ai fait la une de l'humanité. Vous intervenez dans le travail. J'ai fait la une de l'humanité. Alors là, je vous dis pas. Ouais. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est comme partout. Il y a des brebis galeuses. Vous avez aussi des gazelles chez les médecins généralistes, parfois, en toute minorité. Et c'est un travail gagnant-gagnant. On va pas faire des murs entre une collectivité, les médecins, les hôpitaux. On est tous dans la même galère. Enfin, si on est un petit peu responsable. Après, je rejoins ce que dit Moustapha tout à l'heure. Moi, il le voit concrètement au quotidien. Pour le pouvoir d'achat, mes administrés. D'abord parce que je donne notamment 30 euros de coût de licence en moins à toutes les personnes qui sont dans une association sportive et culturelle entre 12 et 17 ans. Ça, c'est du pouvoir d'achat en plus. Je donne une pochette scolaire de proximité
pour la rentrée scolaire de 20 €, sans quotient familial. Ça, c'est du pouvoir d'achat. C'est toutes ces petites gouttes qui font qu'à un moment donné, c'est du concret. Mais ça, vous le faites parce que vous êtes sur le terrain. Donc moi, quand j'entends des leçons de morale là-haut, en disant, vous allez voir, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a pas de souci, on vous attend tous les jours. 108 milliards, c'est privé 108 milliards, ouais. 108 privé milliards. public. Hein. L'absentéisme en France, c'est 108 milliards d'euros. Il y en a un qui ne fait pas partie des 49% de maires qui ne veulent pas se représenter, c'est le maire de Trappes qui s'appelle Guy Malandin, qui a, je crois, 81 ans, qui est élu depuis 2001 et qui a annoncé qu'il allait se représenter. Non, c'est chez vous. Hein, c'est à Trappes, en effet. Et donc, il fait partie de ces... alors, ça vous intéresserait pas, vous, de vous présenter à la Il fait mairie partie des 15% de maires de plus de 30 000 habitants qui, eux, fait partie des 90% qui se représentent. On vous voit bien, On vous voit bien, maire de Trappes. C'est sympa de me voir. Je ne peux pas voter en France. On n'habite pas là-bas, donc. Mais je vais y songer parce que, comment dire, en écoutant Karl, qui a eu finalement plusieurs vies et qui est maire d'une grande commune. Vous deux, ça vous fera près du 1 000 €. Non, mais pour être sérieux, parce que à Trappes, on nous écoute et ailleurs. Je l'ai dit à Monsieur Malandin, je l'ai dit à Monsieur Forgot, je l'ai dit à Monsieur Rabet, je l'ai dit à Monsieur Nasrou, j'ai dit à tous ces gens-là il y a maintenant quelques mois, les yeux dans les yeux, que j'envisageais effectivement, en tous les cas, d'y réfléchir fortement. Oui, parce que après tout, c'est pas rendre impossible. Pour le coup, l'impossible, mais j'ai pas une envie personnelle. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, mais vous êtes intéressé au tissu associatif. Voilà. Vous êtes intéressé. C'est vrai que ça fait 15 ans maintenant que je suis sur Trappes. C'est vrai qu'on a eu, de beaux parcours collectifs, que ça soit dans le foot ou dans l'associatif par la pharmacie citoyen. Oui. C'est vrai que j'aurais envie de franchir le cap. Maintenant, la forme que ça prendra, je ne sais pas si c'est en tête de liste ou si c'est au contraire avec une liste d'union, d'union municipale, mais j'ai pas d'ambition personnelle, ça c'est une certitude. Par contre, j'ai une vraie ambition pour des projets, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé ici autour de cette table de l'UMPS, en tous les cas j'en ai parlé souvent, chiche à l'UMPS, donc j'en profite pour le dire. Il y a Karl qui le disait tout à l'heure, à Dijon c'est plutôt Rebsamen et à Bordeaux c'est plutôt Juppé. En clair, dans les municipalités, on a beaucoup de gens... d'un côté. Voilà. Donc moi je serais très très heureux de participer à une liste d'union vous le dites. municipale, mais je le dis depuis maintenant quelques mois aux intéressés qui sont eux dans la politique. J'en suis pas un, mais voilà, je pense que on peut travailler au redressement. Alors, Monsieur Malandin, bien évidemment, maire sortant, a envie de continuer, ça je peux le comprendre, parce que il s'est pris de passion pour cette ville et il a fait 2001 quand même. Il veut donc continuer. C'est juste que j'ai cru comprendre qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Donc la seule chose qu'on voudrait savoir, c'est qui prendrait sa succession. Je pense qu'il le dira rapidement, j'espère, parce que les trappistes doivent savoir quand même par qui ils peuvent être administrés. Mais sinon, à part ça, on sera pas rivaux, on sera probablement concurrents, par contre, pour proposer autre chose et rendre possible ce qui, probablement, pour certains, est impossible. Voilà, c'était une belle conclusion de cette émission. On va suivre un petit peu ce qui va se passer. Karl Olive, merci infiniment. Merci pour votre accueil, Patrice. Je rappelle le titre du livre, Rendre possible l'impossible, c'est donc chez Ballant. Et donc, c'est 16 portraits, que vous pouvez le lire, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ces gens-là. Et puis, ça peut devenir des exemples. Alison Sikowski, merci infiniment. Merci aussi, bon retour à Rambouillet. Et puis, merci. la prochaine fois, on fait l'émission en anglais. OK. Pas de problème. OK. Et Jean-Charles Lejeune, merci beaucoup. À bientôt. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.